Bonjour internet et bienvenue pour cette deuxième et dernière vidéo sur le thème du viol sur la chaîne Un autre monde. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder pour mieux comprendre ce dont je vais parler maintenant. Donc après s'être interrogé sur la culture du viol, on va parler aujourd'hui des stéréotypes sur le viol, de consentement et de comment toutes ces choses participent à rendre le viol conjugal difficilement descriptible et gérable par la loi. Donc on va d'abord s'intéresser aux stéréotypes sur le viol. Trop de gens encore, bien que ça ait tendance à évoluer, et surtout chez les jeunes, imaginent le viol de la manière suivante. On pense que c'est un crime commis par un détraqué, un inconnu de la victime, qui sévit dans des endroits reculés et surtout la nuit. Quand on grandit en tant que femme, on apprend très jeune à se méfier des inconnus, à ne pas sortir seule la nuit, à éviter les endroits qui ne nous sont pas familiers, quand les hommes, eux, auront beaucoup plus de liberté et seront beaucoup plus ouverts à l'imprévu et aux rencontres hasardeuses. Cependant, les faits sont ce qu'ils sont. La plupart des viols ne sont pas commis par des inconnus, mais bien par des proches des victimes. Famille, amis ou cercle de connaissances, et donc dans des endroits familiers. Attention, je ne voudrais pas que les femmes deviennent méfiantes de tous leurs proches et qu'elles vivent dans la peur. D'ailleurs, l'éducation qu'on donne généralement aux jeunes filles, le fait qu'elles doivent être sages, douces ou dociles, est un autre facteur qui participe à en faire des objets plus facilement attaquables et qui souvent se taisent. Bref, je ne suis pas pour une éducation par la peur et dans la paranoïa, j'énonce simplement les statistiques pour montrer que l'opinion commune concernant le viol est fausse et que cela va participer à certaines complications. Revenons maintenant sur la définition la plus large et la plus consensuelle du viol. Cette définition fait évidemment toujours débat, mais le viol est généralement compris par la plupart des gens comme impliquant la pénétration sexuelle d'une personne par la force. On l'a déjà dit, mais le viol est commis en très grande majorité par des hommes, généralement contre des femmes et parfois contre d'autres hommes. C'est pour ces raisons, je le rappelle, que j'adopte un discours très binaire en termes de genre, car le rapport de force à l'œuvre dans les sujets qu'on discute est binaire. Mais je tiens à redire que ce n'est certainement pas une manière pour moi de nier la diversité des genres qui existent. Une des notions clés de la définition que je viens de donner, c'est donc l'usage de la force contre une victime. Et comme je disais un peu plus tôt, on commence doucement à casser l'image du viol comme le fruit de personnes déviantes et on commence à se rendre compte qu'il y a des violeurs malheureusement parmi nos proches. Mais cette notion d'usage de la violence persiste encore énormément dans la vision qu'on se fait du viol et la majeure partie des gens conçoit le viol comme impliquant systématiquement un recours à la violence physique. Et combien de fois lors de procès, on rétorque aux victimes qu'elles ne se sont pas débattues, qu'elles n'ont pas de marque de violence sur elles, et que donc on peut pas les prendre au sérieux. Parce que c'est là le point important que j'aimerais soulever maintenant, le viol n'est pas forcément le résultat d'une contrainte physique. C'est très important de le ressouligner. Il existe mille et une manières de mettre un moyen de pression sur des femmes. Pression qu'elles s'infligent parfois elles-mêmes, ce qui ne réduit en aucun cas les conséquences pour les victimes et la culpabilité de la culture du viol. Donc je vais donner quelques exemples. Un réalisateur, un producteur, un patron qui fait comprendre explicitement ou non à une femme qu'elle va perdre sa place si elle n'accepte pas ses avances. Une élève, une étudiante qui va s'imaginer que si elle repousse son professeur, il va la sanctionner dans ses notes. Un médecin généraliste, un chirurgien, un gynécologue qui va profiter que sa patiente soit nue par exemple pour abuser d'elle, patiente qui étant tellement en état de choc et n'ayant pas le temps de se rendre compte de ce qui arrive, va se retrouver paralysée d'incompréhension et de peur. Un homme qui profite de l'état d'inconscience ou de quasi-inconscience d'une femme sous le coup de l'alcool, de la drogue ou de médicaments, peu importe. Ou encore un homme qui détient des photographies compromettantes et qui menace de les diffuser s'il n'obtient pas de faveur sexuelle. Une femme qui reste immobile parce que l'homme qui l'attaque est une menace pour sa vie et qu'elle se dit qu'il pourrait la tuer si elle se débat. Je ne vais même pas parler des hommes qui utilisent la crédulité des jeunes enfants ou adolescents. Beaucoup de victimes de viol parlent du fait que c'est comme si elles sortaient de leur corps, tellement ce qu'elles sont en train de subir est insupportable, tellement aucune femme et en fait aucun humain n'est préparé à subir une telle atrocité. Et l'autre effet pervers de cette fausse idée qu'on se fait du viol, comme quelque chose de systématiquement violent au sens physique du terme, c'est qu'en plus de souvent remettre
en question de souvent remettre en doute la parole des victimes, nombreuses sont celles qui n'oseront même pas parler, leur expérience ne correspondant pas à l'idée du viol classique, par peur de ne pas être crues ou que la situation se retourne contre elles. C'est ici que j'aimerais aborder le cas particulier du viol conjugal et lier cela au consentement. En 2017, un rapport délivré par l'association Equality Now explique qu'il existe à ce jour 9 pays dans lesquels un agresseur peut échapper aux sanctions pour viol s'il épouse la victime. Et dans 48 nations, il n'est toujours pas illégal de violer sa femme, même en utilisant la violence. Car ça n'est en fait pas possible, c'est pas logique, selon la loi de ces pays, de violer son épouse. Mais au-delà de ça, revenons au viol sans violence. Pour essayer d'être claire, je vais donner un exemple fictif. C'est l'histoire d'un couple hétérosexuel marié. La plupart du temps, le mari rentre à la maison quand sa femme dort déjà à cause de son travail. Parfois, il la réveille en quête de câlin ou d'un rapport sexuel. Parfois, l'épouse est fatiguée et ne veut pas du tout faire ça. Mais elle se sent obligée. Elle n'est pas vraiment mal ou traumatisée, elle n'a pas été forcée ou menacée, mais elle le fait. Et le fait est, elle n'a pas envie. Sous cet exemple d'un événement anodin et sans grande gravité se cache pourtant le poids énorme de la culture du viol et du patriarcat qui pèse sur les femmes. Sous cet exemple, il y a le devoir conjugal, une croyance largement établie et plutôt inconsciente selon laquelle un partenaire doit des relations sexuelles à l'autre, puisqu'ils sont mariés ou en couple, ce qui rend très complexe la gestion des viols conjugaux par la loi. Une chercheuse qui s'appelle Valentine Gill explique que les filles intègrent très tôt qu'elles doivent en quelque sorte choisir un homme qui va les protéger des autres, devenant alors comme endettées, redevables et devant parfois consentir à du sexe dont elles n'ont pas envie. Évidemment que la loi a du mal à gérer ça, c'est complètement paradoxal quand on y pense. Et je le rappelle, cette loi, bien qu'elle ait évolué, mais pas partout, est fondée sur ce devoir conjugal et sur l'ancienne idée selon laquelle un viol est un affront envers le mari ou la famille d'une femme et non envers la victime. Paroxysme de la chosification ou de la réification de l'épouse qui rend impossible la compréhension du concept de viol conjugal. Je ne dis pas qu'au sein d'un couple, un partenaire A doit systématiquement demander le consentement du partenaire B, même si c'est la manière la plus simple et efficace de s'en assurer. Je dis que c'est une discussion à avoir au sein d'un couple. Un partenaire ne devrait jamais sentir de pression ou de devoir vis-à-vis de quoi que ce soit, et c'est aux deux parties, bien que majoritairement aux hommes en termes de chiffres, de s'en assurer en rassurant l'autre et en ayant une discussion explicite et claire sur le fait qu'un non ne sera jamais mal pris, qu'on ne va pas moins aimer l'autre s'il n'a pas envie, ou rarement envie, de faire une certaine chose, que ce soit un rapport sexuel classique ou une pratique en particulier, que son partenaire n'est pas là pour répondre à un besoin naturel, qu'il ne lui en voudra pas, etc. etc. Si vous-même ou votre partenaire ne pouvez adhérer à ça, alors c'est un problème, selon moi. Pour terminer, j'aimerais dire quelques mots sur le consentement en général. Beaucoup de gens ont du mal avec le consentement verbal, car ça casserait la poésie du moment, le romantisme, ou que sais-je. Et je trouve que ces gens ont une vision bien fantasmée des rapports sexuels et j'aimerais leur expliquer le consentement de la manière suivante. Imaginez une balance. D'un côté, vous avez le poids d'un rapport sexuel non consenti, le poids d'un viol que vous auriez préféré ne pas commettre. Sur le coup, vous n'avez pas assez considéré votre partenaire et vous avez été égoïste. Mais jamais, au grand jamais, vous ne pensiez commettre un viol. De l'autre côté de la balance, vous avez le poids que ça vous coûte de vous assurer verbalement du consentement de l'autre ou des autres. Vous avez le poids d'une simple question. Je trouve que quand on réfléchit de la sorte, il paraît absurde de ne pas prendre la précaution de demander à son partenaire s'il est d'accord avec ce qui va ou ce qui est en train de se produire. Vu les dégâts que ça peut causer, ça vaut toujours la peine de poser la question car cette peine est moindre face à la potentialité de blesser quelqu'un. Pour conclure, je ferai un dernier rappel qui me semble important après avoir dit tout ça. Malgré tout, certaines victimes de viol ne sont pas traumatisées par ce qui leur est arrivé. Il ne faut pas les oublier et il ne faut pas les juger pour ça. Certaines s'en remettent très bien et elles ne devraient pas avoir l'impression de devoir aller mal. C'est tout pour moi. Merci Cédric de m'avoir sollicité pour ces 2 vidéos. Partagez si vous pensez que ça pourrait servir à votre entourage de réfléchir sur ces sujets.
abonnez-vous à Un Autre Monde et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, mais j'ai tellement aimé faire ces 2 vidéos que si un jour j'ai le temps, j'aimerais beaucoup faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. Voilà. Merci!